bien sûr. On va essayer d'imaginer la suite de l'histoire aussi. Est-ce que ça va se dérouler assez rapidement? Est-ce que ça va être plutôt lent? Est-ce que ça va être quelque chose où il va se passer beaucoup de violence ou peut-être quelque chose de plus mystérieux mais plus doux? Affaire à suivre. Et puis je vous donnerai toutes les informations bien sûr pour le trouver. Tout sera dans la description de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va découvrir La Guerre des Ailes, qui est le premier tome d'une trilogie écrite par Bonnie Morel. Bonnie Morel, La Guerre des Ailes. La calèche roule depuis 5 jours à travers les villages et les forêts de Deerwood. Nous nous sommes arrêtés plusieurs fois en chemin afin de manger et dormir dans les auberges du pays. Quand l'odeur saline du bord de mer de la côte ouest me parvient enfin aux narines, je sais que nous approchons de Tortagen. Oh, j'espère que je l'égorge pas, je ne sais pas comment ça se prononce. Ciel, j'espère que je l'égorge pas non plus, s'est endormi depuis 1 heure. Sa tête repose sur mon épaule endolorie quand je la secoue délicatement pour lui annoncer notre arrivée. Ses grands yeux noirs s'écarquillent et elle tire le rideau vers elle pour admirer la vue. Finira, c'est Tortagen. Oui, ma sœur, on y est. Bon, on part sur Tortagen en prononciation. Mais j'espère, je croise les doigts pour que ce soit ça. À ces mots, les 4 autres occupants de la calèche cherchent aussi du regard l'imposante citadelle visible au bout du chemin. Tortagen surplombe une grande colline au bout du royaume de Deerwood. Cette cité célèbre forme les jeunes de ce monde depuis des siècles. Seuls ceux âgés de 22 ans sont autorisés à y entrer pour passer les épreuves qui détermineront leur avenir. Nous étions 6 du village de Groll cette année à avoir l'âge de franchir les murs de la citadelle. J'ai hâte de passer les épreuves, confie l'un de nos compagnons de voyage. J'espère que je réussirai les tests pour devenir guerrier. Moi, j'ai une trouille bleue, répond le garçon à sa gauche. Et je le comprends. Tortagen n'est pas un lieu sans danger. Peu de personnes ont la chance de pouvoir y rentrer. Je fixe Ciel, qui n'a pas décollé son visage de la fenêtre. Depuis notre enfance, nous savions qu'un jour, nous serions amenés à passer ces fameuses épreuves. Notre père nous a formés, entraînés, pour que nous ayons les meilleures chances de réussir. Autrefois, il était l'un des membres de la garde du roi, avant qu'une blessure à la jambe ne le condamne à quitter le palais et à devenir un simple chasseur. Mais il nous a préparés pendant toutes ces années à ce qui nous attend. Papa sera avec nous chaque seconde, Ciel. Ma sœur se tourne vers moi, tentant de retenir ses larmes de tristesse en affichant un magnifique sourire. Il me manque tellement, finira. J'aurais aimé le rendre fier. Il était fier, et je suis sûre qu'il l'est aussi, de là-haut, ma belle. La semaine prochaine, ça fera 1 an que cette doux l'a emporté. Je sais, et il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Ciel et moi sommes tellement différentes, tant physiquement que sur le caractère. Nous sommes pourtant nés à quelques minutes d'intervalle. Elle est plutôt douce et sensible, tout le contraire de moi.
les unes derrière les autres et déposent des jeunes venant des quatre coins des terres. Les sacs sur le dos, nous nous frayons un chemin dans la foule et traversons le pont. La citadelle est sublime. Je perçois au loin le bruit des vagues se cassant sur les rochers de la côte. Le vent s'est levé et souffle dans notre direction. Nous sommes au sud des terres de Deerwood, mais la météo est plus capricieuse ici qu'à la capitale. Je tourne la tête autour de nous. Beaucoup de jeunes visages, anxieux de ce qui nous attend. Souviens-toi, Ciel, si nous sommes séparés au sein de la citadelle, lie-toi d'amitié avec ceux qui seront dignes de toi et ne laisse personne te marcher dessus. Elle prend ma main dans la sienne et la serre de toutes ses forces. Ne t'en fais pas pour moi, je saurai me débrouiller. Je suis une Fadienai. C'est pareil, j'espère que je le prononce bien. Un discret sourire se dessine sur mes lèvres. Oui, elle en est une. L'entrée de Tortagan est spectaculaire. Son immense porte en acier est ouverte pour accueillir les voyageurs qui s'affairent désormais dans la petite cour intérieure. Nous sommes collés les uns aux autres et je tire Ciel sur la gauche pour que nous ne soyons pas en plein milieu du passage. Sur la partie ouest de la cour, une grande statue en marbre blanc nous surplombe. Je lève les yeux vers le ciel pour la contempler. Elle représente une femme magnifique, ornée d'une couronne. Derrière elle, son cerf immense la protège. Qui est-ce? Chuchote une voix suave à côté de moi. Une jolie femme aux cheveux bruns, l'air perdu dans ses pensées, fait face à cette majestueuse statue. La princesse Clarine des Bois, la sœur défunte de notre roi Eckmar. Je ne suis pas sûre que cette question s'adresse à moi, mais son visage s'illumine lorsqu'elle tourne la tête vers moi et un grand sourire s'esquisse sur son visage. Enchantée, je m'appelle Melion Anx, je viens de Golat. Je serre la main qu'elle me tend. Vinira Fadienai de Kroll, et voici ma petite sœur, Ciel. Ravie, c'est la fameuse princesse des bois. Oui, c'est bien elle. Chaque femme et homme de cette terre connaît l'histoire de Clarine de Deerwood, la sœur cadette de notre roi, qui a été assassinée par le roi du royaume d'Orswing lors de la guerre des ailes. Elle est d'une beauté à couper le souffle. Ce devait être une femme très convoitée, déclare Melion. Un son de corps nous tire de cet agréable échange et laisse place à un silence glacial. Sur l'estrade, au milieu de la cour, trois hommes apparaissent et nous font face. L'un d'eux, le plus grand et le plus terrifiant, s'avance sur le devant de la scène. Il porte une longue robe sombre et ses cheveux gris, mal coiffés, lui tombent sur les épaules. Bienvenue à Dordagen. Je suis le gouverneur d'Orm. Voici le sage Mador et le commandant Riquel. Nous sommes chargés de vous guider et de vous former à devenir les hommes et les femmes de demain. Votre présence ici traduit, je l'espère, votre motivation à intégrer un des différents clans de cette citadelle. Mais je dois vous mettre en garde. Ici, les épreuves à passer ne sont pas sans risque, ainsi que pendant les 2 années où vous
serez sous notre commandement. L'adrénaline et l'excitation s'emparent de moi. Je sens les battements de mon cœur taper dans ma poitrine. J'ai rêvé de vivre cet instant toute ma vie. Et ça y est, j'y suis enfin. Aujourd'hui, vous passerez les épreuves qui permettront de vous répartir dans les 3 clans de Tortagen. Le clan des sages, le clan des guerriers. C'est celui-là qui m'intéresse, me glisse à l'oreille le gars de la calèche, posté à côté de moi, accompagné d'un clin d'œil. Et enfin, le clan des stratèges. La répartition dans ces clans ne dépend pas d'un choix de votre part, mais de vos résultats aux épreuves de la journée, annonce le gouverneur Thorm. Il vous faudra d'abord réussir des tests écrits, puis une épreuve de combat. À l'issue de votre réussite au test, vous serez admis dans l'un des clans de Tortagen, ou bien vous serez renvoyé à vos mères si vous êtes toujours en vie. Ah ouais, si vous êtes toujours en vie, donc c'est vraiment punitif. Le discours du gouverneur Thorn est clair et certains visages sont déjà tremblants de peur. Même celui à côté de moi a changé de couleur. Son teint est désormais pâle et je crains qu'il ne rende son petit déjeuner sur mes bottes. La peur est notre ennemi. Devenir une guerrière a toujours été mon rêve et je suis là pour leur montrer de quoi je suis capable. Je veux me hisser à la hauteur de mon père. Je veux qu'il soit fier de moi, où qu'il soit, et faire honneur au nom que je porte. Bonne chance à tous et que la terre de nos ancêtres vous protège. Après ce discours, un groupe de 2e année nous dirige en direction d'une grande salle où nous allons passer immédiatement la première épreuve. Bonne chance, ciel, je lance à ma sœur avant de nous séparer sur le pas de la porte. Je m'installe sur un pupitre en bois où je trouve mon nom collé dessus. Mélione s'assied à quelques mètres de moi. Quant à ma sœur, son bureau se trouve à l'autre bout de la salle. Je dévisage tous ces jeunes gens pendant qu'ils s'installent en silence. Ils sont tous venus décrocher le même rêve que moi, une place à Tortagen. Les parchemins sont distribués et les 3 prochaines heures s'écoulent à une vitesse folle. Des centaines de questions sur l'histoire de notre terre, les différents royaumes et les grandes guerres défilent sous mes yeux. Des questions en géopolitique et des problèmes de simulation de guerre sont également posés. J'essaie de rester concentré sur mon pupitre. Il faut que je marque le maximum de points. À la fin de l'épreuve, nous regagnons la petite cour où le déjeuner nous attend. Notre accès à la citadelle est pour l'instant restreint tant que les résultats ne sont pas annoncés. N'importe qui n'est pas autorisé à en voir davantage sur la cité. Beaucoup de seconds sont présents pour assurer la sécurité
je suis meilleure avec un poignard dans la main, me révèle-t-elle. Tout se jouera pendant l'épreuve de combat. En effet, cette épreuve étant redoutée par les postulants. Chaque année, une bonne moitié se retrouve abandonnée et une autre partie n'y survit pas. Ah ouais! Ah, t'as la moitié des jeunes qui meurent. Waouh! Ah, c'est violent. Cette épreuve a pour but de montrer notre aptitude au combat. De quel village peux-tu venir, toi, avec une couleur de cheveux pareille? Je lève la tête pour discerner l'homme qui s'adresse à moi. Il s'assoit juste à côté de Mélione et me fait face. Pour qui se prend-il celui-là? Certes, mes cheveux châtains et mes mèches dorées ne sont pas ordinaires, mais cela ne lui donne pas le droit de me dénigrer. Donc ça veut dire qu'on reconnaît les gens, on reconnaît le village d'où viennent les gens en fonction de leur couleur de cheveux apparemment. Tu connaîtras le nom de mon village quand je t'aurai botté le cul dans une arène. Je lui crache sans me démonter. Elle veut cogner, elle veut. Oui, va te faire foutre. Ah, il est pas aimé, Jasper. Lui lance à son tour Mélione qui prend ma défense. Ne l'écoute pas. Tu as des cheveux magnifiques comparés aux siens qui sentent le verre blindé. Ah mais ça tire mais à balles. Mais c'est des missiles là. C'est même plus des balles réelles. C'est fou. Son regard vaseux s'est assombri et fixe ma nouvelle amie. Il est furax et sa fourchette se tord dans sa main. Ah ouais, il est vraiment énervé. Ma chère Mélione, ton caractère désagréable m'avait manqué, ainsi que ton petit. Mais lui déjà, je pense on va vraiment pas l'aimer quoi. Lui c'est celui, Jasper c'est pas notre pote, mais vraiment quoi. J'assiste, impuissante et stupéfaite, à une vraie scène de règlement de compte entre ces deux-là. À l'évidence, ils ont l'air de bien se connaître. Ne l'ouvre pas trop, Jasper. Nous ne sommes pas accolades. Les richesses de ton père ne te seront d'aucune aide ici. Il faudra que ta sœur et toi usiez de vos talents. Et pour l'heure, je ne vous en connais aucun. Oh là là. Ah ouais. D'accord. Ah oui, je pense que ça s'apprécie vraiment pas trop. En effet. Jasper se lève brusquement, prêt à en coller une à Mélione. Mais un guerrier de seconde année qui passe à côté le retient par le bras. Garde tes forces pour l'épreuve de combat. Tu en auras besoin, lui lance-t-il. Sur ces mots, Jasper balance son plateau au sol et quitte le réfectoire, énervé. Oula, en pleine tempête émotionnelle, le Jasper. Mélione, qui avait bondi aussitôt avec son couteau en main, elle a pas de time, baisse sa garde et se rassoit en face de moi. Vous avez déjà réussi à vous faire des ennemis toutes les deux, nous interroge le guerrier second. Ses cheveux bruns sont retenus en arrière par une discrète queue de cheval, laissant apparaître de nombreuses cicatrices sur son visage. Il n'a pas aimé ma couleur de cheveux. Son regard me toise pour observer ma longue chevelure au reflet doré et un sourire se dessine sur ses lèvres. C'était peut-être de la drague. Oh, si c'était le cas, finira. Tu n'as rien perdu, crois-moi. Il me fait pas bien, quoi. C'est son ex. C'est pour ça qu'ils peuvent pas se saquer. C'est son ex. Il reluque à nouveau Mélione et sa langue bien pendue
Je sens que je ne vais pas m'ennuyer à Dortagen avec Mélione. Enfin, si je réussis les tests. Oui, c'est vrai que ça va être dur de profiter de la vie si on est morte. L'épreuve de combat se déroule dans la grande arène extérieure. Il faut traverser la citadelle par les patios autour de la cour avant de sortir près des jardins. Un grand escalier en pierre amène tous les candidats à plusieurs dizaines de mètres en contrebas. Je vois cet édifice pour la première fois et pourtant, c'est comme si je le connaissais depuis toujours. Mon père me l'a décrit tant de fois à travers des histoires qu'il imaginait pour nous endormir. Des dizaines de petites arènes ont été aménagées pour l'épreuve et chaque postulant commence à s'échauffer. J'enfile un corsage en cuir qui remonte au-dessus de ma poitrine. Il n'est pas question que je sois blessée aujourd'hui. Ça ferait vraiment mauvaise impression. Je resserre les lacets de mes bottes et je place les faux de mes 4 dagues autour de ma taille et de mes cuisses. Ouais, donc c'est vraiment commun d'être armé en fait. Les règles de l'épreuve nous obligent à choisir l'arme de notre choix. Mon père m'a toujours conseillé de choisir l'arc, mais pour un duel au corps à corps, je préfère prendre des armes faciles à manipuler, légères et que je maîtrise parfaitement. Je tresse mes longs cheveux en arrière pour éviter qu'une mèche ne s'échappe et me gêne pendant l'épreuve. Ma sœur est appelée à l'autre bout de l'arène pour son duel. Merde, je ne pourrais même pas y assister. Mais elle va s'en sortir. Elle n'est pas la plus forte au combat, mais elle peut faire preuve de beaucoup d'anticipation. Elle peut gagner. J'entends mon prénom, ainsi que celui de Mélione, sur la partie nord de l'arène, et nous nous dirigeons dans cette direction. Le guerrier second qui a empêché Mélione de prendre une claque tout à l'heure pendant le déjeuner se dresse face à nous avec un parchemin en main avant d'élever la voix. Silence, s'il vous plaît. Je suis le guerrier second, Tyrann Hermol. Mes camarades de 2e année et moi-même sommes chargés d'arbitrer vos duels. Les uns après les autres, vous serez appelés sur les différentes arènes. Le but du combat est de désarmer votre adversaire en le forçant à abandonner. Une fois l'abandon demandé, le duel est terminé. Nous vous prions d'essayer de ne pas mourir. Oui, bah oui, on va faire ce qu'on peut, hein, car personne ne vous viendra en aide tant que le match n'est pas terminé. Je n'ai pas l'intention de me faire ouvrir en deux aujourd'hui, me confie Mélione, et encore moins devant ce second sexy. Grrr, elle veut. Je lui souris. Tyrann annonce le premier duel sur l'arène de gauche. Mélione Angs contre Valéo Balcentre. Bonne chance, Mel. Elle rentre sur la surface de combat après m'avoir tapé dans la main pour se donner de la force. C'est un homme de petite taille qui s'avance face à elle, mais au biceps volumineux. Au regard qu'il lui lance, il n'a pas l'air d'avoir envie de se laisser battre par une femme. Mélione lève un poignard extrêmement long et son adversaire dégaine une petite masse. Une fois les armes validées par le second Hermol, ce dernier donne le signal de départ. Mélione est habile, mais Valéo est pressé d'en finir. Il fonce sur elle en poussant un cri avec sa masse dressée au-dessus de sa tête. Mais elle esquive et vient prendre la place de départ de son adversaire. C'est tout ce que tu as dans le ventre, hurle-t-elle. Le second Tyrann dégaine un sourire, tandis que
dessus. La masse, cette fois-ci, à hauteur de son bassin. Elle l'esquive encore, mais glisse et se retrouve à terre. Il en profite pour frapper de part et d'autre de sa tête, tandis que Mélione lui envoie un coup sec dans les parties en lui lâchant un godard. Il titube en arrière de douleur et elle en profite pour se relever. Furax, il lui assène un coup de masse qu'elle prend en plein dans les côtes. Un filet de sang s'échappe de ses lèvres qu'elle essuie du revers de sa main. Oh, ah ouais, non, c'est waouh. Elle prend patate, quoi. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je vais te vider, princesse. Ah oui, il veut la tuer, quoi. Il fonce à nouveau sur elle, mais Mélione lance son poignard avec une agilité étonnante et celui-ci vient se loger en plein dans l'épaule de Balsandre. Il lâche sa masse de douleur et elle en profite pour le mettre à terre en frappant de ses pieds au niveau de ses genoux. Il s'écroule et elle saisit sa tête qu'elle bloque entre ses coudes. Il tape de la main aussitôt sur le tapis pour annoncer son abandon. Putain, elle a réussi. Tiran la déclare vainqueur. Je suis ravie pour elle. Elle se rapproche un peu plus de son rêve d'intégrer Dortagen. Les duels continuent sur des tapis alentours. Au bout d'1 heure, j'entends enfin mon nom, au loin, derrière moi. Prochain duel. Ael Rion contre Finira Fadienai. Je m'avance en direction de la voix qui a annoncé mon combat. En approchant de l'arène, mon adversaire est déjà en place. Je reconnais aussitôt le gars de mon village qui a partagé notre calèche. Merde, il veut le clan des guerriers, il ne me fera pas de cadeau. Mais pourquoi? Je comprends pas, il peut y en avoir qu'un seul par clan. Je respire un grand coup avant de m'avancer à mon tour sur la surface du duel. Ael présente en premier son arme pour le combat. Il sort une chaîne en acier reliée à une énorme boule pleine de piquants. Je lui montre mes dagues, bien sagement rangées dans mes fourreaux, avec un petit sourire en coin. C'est de la triche, second Felierson, lance Ael à notre arbitre. Elle n'a pas le droit de prendre plusieurs armes avec elle. Merde, je n'avais pas pensé à ça. J'ai tellement l'habitude d'avoir sur moi toutes mes dagues que je n'ai pas envisagé qu'on me demande de n'en garder qu'une. Je cherche du regard le second, censé nous arbitrer. Quand mes yeux tombent enfin sur lui, j'en perds ma concentration. Son visage est d'une perfection à couper le souffle. Ses cheveux mi-longs, légèrement ondulés, sombres comme la nuit, font ressortir ses 2 prunelles noires. Son regard est d'une telle intensité que j'ai l'impression qu'il me transperce le corps, rien qu'en me dévisageant. Ael se racle la gorge et je remarque que j'ai la bouche entrouverte. Je la referme aussitôt. Aïe aïe aïe. Elle écroque. Le second me toise à son tour en descendant son regard sur mes fourreaux avant de me fixer à nouveau droit dans les yeux. Ses bras sont croisés sur sa poitrine et il réfléchit à la requête d'Ael. Il a raison. Tu ne dois avoir qu'une seule arme sur toi, Fadienai. Putain, Ael va me massacrer et il le sait. Je retire à contre-cœur mes armes et ne garde qu'une de mes dagues que je laisse dans le fourreau derrière mon dos. Je me place ensuite en
position de combat. Tu ne comptes pas te servir de ta dague, m'interpelle le second. Et en plus, il me provoque. Dommage qu'elle soit si mignon, car il a le profil parfait d'un vrai con. Ah, ça juge, hein. Ça juge. Peut-être bien que non finalement, au point où j'en suis. Ses sourcils se froncent de surprise face à mon arrogance. Mais le handicap qu'il me force à avoir m'énerve. Je suis clairement désavantagée face à elle. Et je sais qu'il fera tout son possible pour montrer ses talents au second Feverson. Et s'il doit me rompre le cou pour ça, il le fera. Ah ouais, d'accord. Putain, finira. Mélione vient d'arriver et assiste impuissante à l'injustice de la scène. Ne te laisse pas te voler ton rêve. Bats-toi. Ces paroles résonnent dans mon crâne en même temps que le coup d'envoi du combat. Aël agite sa main pour réaliser des cercles avec sa chaîne, de plus en plus fort et de plus en plus rapide. Je suis presque accroupie, prête à sauter dans une direction pour éviter son arme massive. Il n'y aura qu'un héros dans notre village, ma belle, et ce sera moi. Après toi, je m'occuperai de ta sœur. Il a la langue bien pendue. S'il croit m'énerver, il a tout faux. Il ne me connaît pas. Sa chaîne tourne et s'abat à l'endroit où je me trouvais, tandis que j'effectue une pirouette pour me dégager rapidement. Je suis plus rapide que lui, plus légère. Il faut que je l'esquive encore et que j'arrive à le bloquer par derrière. Après quoi, je pourrais le menacer avec ma dague. Il n'est pas question que je la lance, car si je loupe ma cible, je serai désarmée. Sa chaîne tourne à nouveau et il se rapproche en même temps de moi. Il y avait une petite poussière sur l'écran. Merde, je n'ai pas moyen de le contourner. J'essaie d'analyser rapidement la situation avant que la boule piquante ne s'abatte sur ma tête. Je simule une course vers la droite, mais je glisse en fait vers la gauche pour lui passer dessous. Mais il n'est pas dupe et son pied s'écrase sur ma poitrine pendant que je glisse. Putain, j'en ai le souffle coupé. Je me relève rapidement avant de sentir sa chaîne me frapper au niveau des tibias et me recoucher aussitôt sur le sol. Je suis sûre qu'il vient de me casser les os des jambes. Oh, tant la souffrance est insupportable. Je me tords de douleur, mais je comprends qu'il ne me laissera pas abandonner quand je vois son sourire psychopathe. Debout, finira. Debout. La voix de Mélione me redonne de la force, mais pas assez pour me relever. Aël s'avance près de moi et me frappe avec son pied en plein dans le ventre. Du sang jaillit de ma bouche et ma vue commence à se troubler. J'essaie de dégainer ma dague, mais son coup de pied l'éjecte de ma main. Trop facile, vraiment décevant. Sa voix rauque me donne la nausée. Je me tourne sur le ventre pour essayer de me relever, mais il vient s'asseoir sur mon dos en y mettant tout son poids, m'empêchant ainsi de bouger. Il passe sa chaîne autour de mon cou et commence à m'étrangler lentement. C'est bien dommage. Un si joli petit couple. Mais qu'est-ce qu'ils sont les gars là, c'est pas possible. On aurait pu passer du bon temps ensemble tous les deux. Je sens sa main me caresser les fesses tandis que je m'asphyxie. Ah ouais, super. C'est quoi le bail là en fait? Ne me touche pas, putain. Ma voix se brise. L'air ne parvient plus jusqu'à mes poumons. Abandonne.
chaîne et je comprends qu'il veut m'empêcher de prononcer le mot abandon. La voix de Felierson s'élève à nouveau derrière moi, plus forte, plus énervée. Tape le tapis, Fadienai. Cet enfoiré m'a forcé à ne prendre qu'une dague et maintenant il m'ordonne d'abandonner. Qu'il aille se faire foutre pour qu'il me voie tous comme une lâche. Non, je ne peux pas. Je dois rendre fier mon père. Oui, enfin bon, si c'est en mourant, je sais pas trop de poids de mesure quoi. Ma respiration est coupée et je suis désormais en apnée. Mes mains cherchent à s'agripper à tout ce qu'elles peuvent, mais ma vue se trouble. Soudain, mon pied frôle un objet dur, ma dague. D'un coup vif et rapide, je frappe avec mon pied dedans et je tends ma main droite à hauteur de mon genou pour la saisir. Elle est bien trop occupée à se faire applaudir de toutes parts pour le remarquer. Il ne me considère plus comme une menace. Quelle erreur! Je saisis fermement la dague dans ma main et le frappe d'un coup sec au-dessus de ma tête en visant son visage. Un filet rouge écarlate coule sur ma tête et la chaîne se desserre subitement. Mon corps se libère du bois d'aile. Un hurlement strident s'échappe de sa bouche pendant qu'il s'écroule à genoux. Son arme tombe au sol et ses mains camouflent son visage amoché. Je me relève, les jambes meurtries et la gorge lacérée par son supplice. Le combat n'est pas terminé. Mon œil, cette bibe a crevé l'œil. Je range ma dague ensanglantée dans son fourreau et je me précipite pour récupérer sa chaîne. Je la saisis, puis je l'enroule autour de son cou avant de me jeter en arrière en calant mes pieds dans son dos. Il ne peut plus rien faire contre moi. J'abandonne. En es-tu bien sûr à elle? Tu m'as assuré qu'il n'y aurait qu'un héros dans notre village. Ce ne sera pas toi finalement. Je lui retourne ses propres mots et il réitère son abandon. Je cherche du regard le second Felierson avant de relâcher ma victime. L'expression sur son visage est indéchiffrable. Il ne sourit pas, mais il a l'air agréablement surpris de la tournure du combat. Victoire pour Vinira Fadienai. Je relâche Ael, qui pisse le sang sur le tapis. Désolé pour ton œil. Il m'ignore et plusieurs personnes se précipitent sur lui pour l'aider à sortir. Je me tourne vers Mélione avec le sourire aux lèvres. Putain, Vinira, j'ai cru que tu allais y passer. Tu lui as flanqué une sacrée correction et une belle punition pour t'avoir touché. Quel porc. J'aurais dû lui couper la main ou l'œil. Bon, lui couper des trucs quoi. Ce sera pour une prochaine fois, murmure-t-elle en rigolant. Tu veux bien m'aider à sortir de là? Je pense qu'il m'a brisé les jambes. Mélione passe dans l'arène à son tour pour tenter de m'extraire. Je glisse un bras autour de son cou et elle me soutient fermement. Soudain, un cri retentit derrière nous. J'ai à peine le temps de me retourner que je distingue à elle le visage en sang, un poignard dans la main, fonçant droit sur nous. Oh là là! Il a la défaite mauvaise, hein. Mais sa course folle est stoppée une seconde plus tard lorsqu'une dague noire et dorée traverse son crâne entre ses deux yeux. Oh, ah oui d'accord, non, il n'y aura pas d'autre move de sa part quoi. Il s'écroule instantanément à mes pieds. Je
yeux choqués de Mélione croisent aussitôt les miens. Putain, il vient de me sauver la vie. Et c'est la fin du premier chapitre. Waouh! Ah, il s'en est passé des choses. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire déjà sur tout ce qu'on a lu? Déjà, je suis contente parce que le chapitre est conséquent. J'avais peur parce que quand on lit un livre, ça peut être des chapitres un peu courts. Par exemple, le Pacte des Roses, on avait des chapitres de plus en plus courts pour le coup, quoi. Mais là, non, on a vraiment un bon gros chapitre qui met bien en introduction. Alors, pour ma part, déjà, je vais parler de la plume. J'aime beaucoup la plume. Le fait qu'il y ait des descriptions, mais qui soient pas trop intenses. Parce que ça a tendance à trop me réfréner, ça. Dans certains livres, quand tu veux décrire l'univers, l'auteur ou l'autrice passe énormément de temps à justement vraiment tout détailler pour mettre une vraie mise en condition imaginaire. Et c'est trop pour moi. Des fois, j'ai l'impression de manger des livres d'histoire et j'ai beaucoup de mal. S'il n'y a pas de l'action, j'ai beaucoup de mal à imaginer l'univers si c'est vraiment juste des descriptifs. Là, on a un doux mélange entre les deux. On a une histoire qui se profile avec en effet des règles un petit peu à la divergentes, où arrivé à un certain âge, tu dois passer un test qui va t'affilier à un clan directement, c'est pas toi qui choisis. Donc ça, on l'a compris dès le premier chapitre, c'est cool. On a compris aussi que c'était dangereux, qu'on pouvait en mourir, qu'on pouvait aussi retourner chez nos parents si jamais on ratait ça. Si on arrive à passer le test, on reste 2 ans dans la ville de... je crois que c'est Dortagun. Alors attendez, j'essaye de reprendre... Dortagun, c'est ça, de Dortagun. On y reste 2 ans et apparemment il y a plein d'autres épreuves aussi. J'arrive plus à parler, pardon. Il y a plein d'autres épreuves aussi à appréhender. Donc l'histoire, vraiment, moi je la trouve chouette. Petit reproche au niveau de la plume, sur le fait que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de... comment dire, pardon, beaucoup d'insultes récurrentes. Alors j'ai compris que c'était le dialecte de toute façon, que voilà, c'est on est avec des jeunes qui utilisent beaucoup des insultes, donc on retrouve merde, putain, enfin voilà, tous les trucs habituels. Pour ma part, ça c'est vraiment un avis personnel. C'est pas dénué de sens qu'elle le fasse. Ça peut tout à fait correspondre à un personnage, mais pour ma part, je trouve qu'une insulte est plus pertinente quand elle est plus rare. Un merde par exemple qui est lâché à la fin d'une phrase, je trouve hyper pertinent quand il y en a que 3 dans le livre par exemple, parce que là on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Là il y en a tellement que en fait c'est plus affilié au langage courant, plus qu'à la pertinence même du fait que ça a un impact réel. Mais ça vraiment c'est juste un avis personnel. Vous savez, moi je suis toujours tatillon, donc j'aime bien à chaque fois tirer le meilleur de la plume. Et déjà que la plume, je la trouve vraiment chouette. Je suis vraiment pas du tout dans l'ennui alors qu'on est dans un nouvel univers. Et j'ai même envie d'en avoir plus. J'ai limite envie d'avoir plus de détails dans ce chapitre et d'en savoir plus sur cet univers, sur à quoi il ressemble, ce qui se passe exactement, pourquoi il y a tout ça qui se passe, pourquoi il y a toutes ces règles qui sont mises en application, pourquoi par exemple le père aussi, c'est pareil au niveau de l'histoire. Le père il est mort, mais il est mort d'une toux, il était malade. Ok, mais pourquoi, c'était quoi la maladie? Il était malade combien de temps? Il est mort il y a 1 an, d'accord, mais est-ce que c'était sur la durée? Il est mort parce que c'était fulgurant ou parce que ils étaient trop pauvres pour avoir de l'argent? Elle préfère mourir plutôt que de retourner à Dortagun. Pourquoi? Non, pardon, pas à Dortagun, plutôt
et j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Ensuite, au niveau des personnages, alors moi j'aime bien le personnage principal. J'avoue que j'ai toujours un attrait particulier pour les personnages féminins parce que j'ai plus de facilité à m'identifier à des personnages féminins. C'est une jeune femme qui est plutôt forte de caractère, qui se laisse pas marcher dessus. J'adore ça aussi, donc je suis carrément croque. Je suis un peu déçue sur un point, c'est que elle vient avec sa sœur jumelle. Et au final, sa sœur jumelle, on n'en entend presque pas parler. Elle passe plus de temps à échanger avec... Attendez, je retrouve son nom. Mélione, je crois. Je crois que c'est Mélione. Mélione, c'est ça. Mélione qu'elle vient juste de rencontrer, qu'elle ne connaît absolument pas. Elle est vraiment devenue hyper pote avec elle. Elle l'appelle Mel direct, son petit diminutif et tous les petits sobriquets. Enfin, vraiment, elles sont devenues hyper proches, hyper rapidement. Alors qu'à côté de ça, sa sœur, on la voit pas. Alors, certes, elles ont été séparées et du coup, elles ne combattent pas au même endroit. Donc elles peuvent pas être ensemble. Mais même avant ça, sa sœur, on l'entend pas des masses en fait. Mélione est plus présente même par rapport au face-à-face avec Jasper. Je sais pas, je suis un petit peu déçue de la non-présence de sa sœur jumelle qui pour moi est la personne avec laquelle elle a le plus d'atomes crochus. Elle a grandi avec elle, c'est sa sœur, en plus elles sont jumelles, donc c'est même pas... Elles ont vraiment vécu toute leur vie ensemble. Elles ont perdu leur père ensemble, donc elles ont vraiment vécu des choses tristes et dures qu'elles ont dû surmonter ensemble. Et là c'est dommage, parce que ce rapprochement je le ressens pas. C'est juste ça mon petit reproche sur cette relation entre sœurs. Ensuite, au niveau des personnages masculins, j'ai l'impression qu'on a deux types de personnages masculins. Le type Jasper, en mode le misogyne, désagréable, en pleine tempête émotionnelle, qui est là en mode ah tiens t'es une femme, bah t'es juste bien roulée, mais tu sers à rien quoi. C'est comme ça que je le perçois. J'ai l'impression que tous les mecs sont un peu catégorisés comme ça. En tout cas les deux jeunes vraiment qu'on a eu, soit c'est ça, c'est la première catégorie, et la deuxième, bah c'est les soldats, c'est les seconds, qui sont tous des BG. Alors j'aurais aimé avoir pour le coup des petites images et tout pour peut-être moi aussi apprécier les visages de ces fameux seconds qui sont apparemment vraiment tous BG hein. Donc l'un plus magnifique que l'autre visiblement, en tout cas de ce que nous décrit l'héroïne, mais ouais, pour le moment on a ces deux types de personnages masculins et je serais curieuse un petit peu de voir comment ça va se développer. Est-ce que c'est juste que en fait j'ai du mal encore à comprendre pourquoi les seconds, les hommes qui sont chez les seconds, ils sont respectables et BG, alors que ceux qui viennent des villages, ils sont tous misogynes, tempête émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans les villages pour que ce soit quand même assez récurrent, ce genre de personnalité? C'est quoi dans leur passif qui fait que ça se passe comme ça? C'est pareil les femmes, tu vois Mélione, tu vois le personnage de l'héroïne principale qui s'appelle c'est pas Ciel, parce que Ciel c'est la sœur jumelle, c'est Finira le personnage principal. Clairement on a deux femmes fortes. Ciel c'est un peu compliqué de pouvoir l'affirmer parce que je trouve qu'elle a été moins présente sur cet aspect là, même si quand même on voit qu'elle se laisse pas faire. Mais pour moi les femmes sont vraiment représentées de manière forte et agressive, en mode regarde on a des armes, on a des dagues et on n'a pas peur de s'en servir. Donc ça fait envie, ça me fait vraiment envie. Pour ma part j'ai vraiment envie de lire la suite. J'ai vraiment envie de découvrir l'univers. Pour rappel, c'est le premier tome d'une trilogie. Donc
moi j'ai vraiment peur que Ciel et Vanira, j'ai vraiment du mal avec les noms, Finira pardon, que Ciel et Finira, j'ai peur qu'elles soient pires que séparées, j'ai peur qu'elles soient en conflit, qu'elles deviennent presque ennemies. Je sais pas pourquoi, moi j'appréhende ça. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une séparation entre les deux. Mais qu'avant ça, on va quand même sentir le rapprochement. Est-ce que si elle va être en difficulté et Finira va l'aider, va la soutenir? En tout cas, Finira est bien partie pour être guerrière. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres guerrières? Je ne sais pas. Il y a 3 clans différents. Il y a Sage guerrière et... c'était quoi le dernier? C'était les gens qui réfléchissaient. Je sais plus c'était quoi le nom exact. Attends, des stratèges. C'était stratège, c'est ça. Merci. Et du coup, il y a 3 types. Donc en soi, on peut être plusieurs en tant que guerrier, plusieurs en tant que sage et plusieurs en tant que stratège. Donc je comprends pas pourquoi le gars qu'elle a affronté Vinira, il disait non, ça sera moi guerrier. Ça peut pas être toi, ça sera moi. Il y en aura qu'un seul et ça sera moi. Il y a peut-être des règles qu'on connaît pas et du coup peut-être que pour les guerriers il peut y en avoir qu'un seul, ou peut-être juste que les gens s'affrontent et il y a que le gagnant à chaque fois de ce combat-là qui peut être guerrier. Je sais pas comment ça se définit. Bon, en tout cas son adversaire est mort, donc là il n'y a plus de débat, il sera plus rien du tout, ni sage, ni stratège, ni guerrier, il va juste être 6 pieds sous terre. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre? On a clairement, je pense, une romance qui va se profiler entre l'héroïne et le second hyper DG qui lui a sauvé la vie. C'est clair et net qu'il lui porte un attrait particulier, hein, clairement. Même s'il est là, il respecte les règles. Quand il était en mode bah ouais, t'as droit qu'à une dague. Bah oui, c'est la règle. Je vais pas te laisser avoir plusieurs dagues, tu peux en avoir qu'une seule. C'est logique. À quel moment elle se dit pas tiens, pourquoi je pourrais prendre plutôt qu'une seule dague plutôt que plusieurs. Enfin, c'est un peu étrange qu'elle ait pas pensé à ça. Surtout que son père les a quand même bien appréhendés pour ce jeu-là. Il les a bien préparés. Donc elle était quand même censée savoir qu'elle pourrait prendre qu'une dague. Ça c'est bizarre quand même. Ça m'a... Je suis là en mode bah quand même, Finira, voyons. C'est évident quoi. Mais on n'a peut-être pas tous la même logique. En tout cas une romance entre eux. Je pense qu'il va y avoir un ennemi to lovers. Je pense qu'au début elle va pas pouvoir le saquer parce qu'il va lui imposer des règles à respecter qu'elle va pas forcément aimer. Et au final elle va se rendre compte qu'il la protège comme il l'a fait dans cet épisode là. Et ça va finir en enemy to lovers. Oh, j'aimerais beaucoup en tout cas que ça se passe comme ça. Mais peut-être que ça va être différent, peut-être que ça va être encore mieux. Je ne sais pas. Merci pour le follow, c'est très gentil, bienvenue. Ensuite, Mélione, je pense que ça va vraiment être la bestie de l'héroïne. C'est bien parti pour. Peut-être même qu'elle va avoir une aventure avec le premier second, qu'elle trouvait très BG aussi. Qu'elle va sortir peut-être en secret avec lui. Peut-être que l'héroïne finira, elle va la protéger, genre lorsqu'elle part en douce, en rencard, pour aller voir un petit peu ce fameux second. Je sais pas comment ça va se profiler. Mais j'ai l'impression qu'elle a la force de frappe et aussi la volonté pour pouvoir grimper les échelons, réussir ce fameux examen et obtenir un poste convoité. Après j'avoue que c'est encore trop vague pour moi vu les informations qui étaient quand même assez importantes, hein, puisque le chapitre était assez long, il y a eu pas mal de détails, mais c'est peu de faire tout condenser en un chapitre. Donc je sais pas encore en quoi consistent les différents
recherche, est-ce que c'est des métiers, est-ce que c'est des, par exemple être soldat, est-ce que c'est vachement bien, tu vois, pour eux, c'est quoi la quête finale en fait de Vinira, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, je sais pas, mais en tout cas ça a l'air vraiment sympathique. Voilà. Après, vu le titre, la guerre des ailes, bon, il y a une guerre qui s'annonce. Ensuite, est-ce que ça va être dans le tome 1, dans le tome 2, dans le tome 3? Est-ce que ça va peut-être parler d'une guerre qui a eu lieu, puisqu'on a quand même abordé un personnage qui avait l'air assez important à travers celui de la statue, qui était la sœur du roi, la sœur qui est décédée, avec un énorme cerf derrière. Ah, voilà, affaire à suivre. En tout cas, j'espère que ce livre vous aura donné envie. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver les réseaux de Bonnie Morel en description avec toutes les informations et également un lien pour trouver le livre, pour l'acheter, pour lire la suite. Enfin, je vous fais des gros